Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va dire les termes et cette fois-ci sur la corruption au Parlement européen. Les images des enfants de Gaza devraient nous hanter, mais il y a trop de gens ici qui ont l'humanisme à géométrie variable. Dans mon pays, la France, on entend souvent dire l'extrême droite, on n'a jamais essayé. Parce que, encore une fois, le verre est dans le fruit. Pas de mots assez forts pour exprimer mon dégoût face à la corruption et à la cupidité de certains députés de cet hémicycle. Parce qu'ici, on va essayer de dire les termes. Ces derniers jours, on a été envahi dans les médias par la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants fictifs du Rassemblement national qui est parti d'ici au Parlement européen. Marine Le Pen et 10 autres cadres du Rassemblement national sont condamnés pour avoir utilisé pendant plus de 10 ans des fonds européens pour payer les salariés du parti. Et dans laquelle Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics à hauteur de 2,9 millions d'euros. Comment a-t-elle fait ? Eh bien, elle a pris l'argent du Parlement européen pour payer des gens qui n'avaient aucun rapport avec son mandat de député et qui étaient des chauffeurs, des majordomes au service de son père Jean-Marie Le Pen notamment. Et donc, c'est un détournement pur et simple d'argent public, un système qui était organisé, orchestré, en pleine connaissance de cause de la part de Marine Le Pen et pour laquelle elle a été condamnée aussi à une peine d'inéligibilité. Cette affaire, ça n'est pas la seule qui concerne le Rassemblement national au Parlement européen. Il y a plusieurs autres affaires en cours qui montrent que le Rassemblement national fait du Parlement européen sa vache à lait et a dans son ADN le détournement de fonds publics. Je peux citer une affaire avec une enquête qui est en cours au parquet européen actuellement qui concerne Jordan Bardella. 130 000 euros d'argent européen qu'il aurait utilisé pour des prestations de média training, pour s'entraîner à parler dans les médias en vue de l'élection présidentielle de 2022. Là aussi sans rapport avec son mandat de député, mais avec l'argent du contribuable européen. Une autre affaire, toujours qui concerne Jordan Bardella au Parlement européen, c'est une affaire où le groupe du Rassemblement national a détourné de l'argent qu'on appelle de la ligne 400. C'est une ligne budgétaire qui permet aux groupes politiques ici de financer des actions de communication ou des événements. Et Jordan Bardella s'en est, lui, servi pour financer des associations proches du Rassemblement national en France, donc on appelle ça du clientélisme, mais aussi pour, par exemple, commander des prestations d'imprimerie à des entreprises sans appel d'offres, entreprises qui étaient présidées par des proches de lui-même et de Marine Le Pen, anciens de groupes et de groupuscules d'extrême droite comme le GUD, entreprise dite d'imprimerie, mais qui n'avait ni local, ni employé, ni imprimante, et qui sous-traitait entièrement la prestation à d'autres entreprises en empochant au passage une prime délirante de plus d'une centaine de milliers d'euros. Donc un système, là encore, de détournement de fonds pour enrichir des proches. Et dans cette affaire, là encore, Jordan Bardella est placé sous enquête du parquet européen. Du coup, ça nous fait dire que Jordan Bardella, qui est absent notoirement du Parlement européen, n'a pas beaucoup d'autres bilans ici que celui de détourner des fonds publics. La corruption, c'est donc une spécialité du Rassemblement national, mais c'est quelque chose de commun à l'ensemble des extrêmes droites du monde entier. Quand on regarde Donald Trump aux États-Unis. Trump a promis l'âge d'or, mais pour qui ? Pour son pays ou pour lui et pour sa famille ? Selon le New York Times, le président des États-Unis se serait enrichi d'au moins 1,4 milliard de dollars depuis janvier 2025. Vladimir Poutine en Russie. C'est comment Poutine finance son goût du luxe ? Poutine a, dès le début, dès 2000, comme je le raconte dans le livre, créé tout un système d'évasion, de vol, d'hommes de paille, pour aboutir à une constitution de richesse considérable, plusieurs milliards de dollars. Il est milliardaire. Il y a 16 ans, on a évalué à 2 milliards. Un consortium de journalistes a évalué sa richesse à 2 milliards. Je suppose qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Ou même Viktor Orban, à l'époque, en Hongrie, avant qu'il ne soit destitué. Le pays est devenu, sous le règne d'Orban, le plus corrompu d'Europe, selon Transparency International. La corruption en Hongrie est très systématique et très centralisée. Ça veut dire qu'on utilise le mot la capture de l'État. Et depuis 2-3 ans, les gens commencent à réaliser que la corruption a un effet sur leur vie aussi. Le niveau des services publics est beaucoup plus bas à cause de la corruption. Toutes les extrêmes droites, tous les gouvernements d'extrême droite ont en commun
de mettre en place, une fois au pouvoir, des systèmes de corruption, de népotisme. C'est comme ça qu'ils assoient leur pouvoir dans la société. C'était très clair en Hongrie, où Orban utilisait là aussi les fonds publics européens pour enrichir ses proches, pour racheter des médias et s'assurer qu'il soit proche de son pouvoir, bref, pour son bénéfice personnel. Village où réside un ami d'enfance de Viktor Orban, Lorik Mészáros. Cet ancien technicien chauffagiste, désormais propriétaire de 200 entreprises, est devenu l'homme le plus riche de Hongrie. Des proches du Premier ministre favorisés et des organismes caritatifs privés de ces aides européennes. Et Donald Trump aux États-Unis pratique lui aussi la corruption, s'entoure d'une oligarchie d'entreprises qu'il sert par ses décisions de politique étrangère et même de politique intérieure. Chez les Trump, tout se conjugue. Un aperçu donc de sa garde rapprochée, affluente et influente. Une administration considérée comme la plus riche de l'histoire des États-Unis, cumulant une fortune dépassant les 14 milliards de dollars, comparée aux 120 millions de dollars de l'administration Biden, selon le magazine Forbes. Et donc, la corruption, c'est-à-dire le dédain pour la règle de droit, le dédain pour la justice, le fait de se croire tout permis, finalement, c'est une particularité de l'extrême droite. Et c'est très important de lutter contre la corruption parce que la corruption, les conflits d'intérêts, non seulement ça heurte la démocratie, ça heurte la confiance que les citoyens ont dans leurs représentants politiques, mais c'est aussi une entrave à notre souveraineté. Parce que quand on est corrompu, quand on accepte des rémunérations de la part d'entreprises privées et qu'on est en même temps député, ou qu'on accepte des pots de vin, on se met dans la main des entreprises privées, et ce qui nuit en fait à la souveraineté des décisions qui peuvent être prises au Parlement européen. La corruption, ça favorise aussi les ingérences étrangères. Rappelez-vous, dans l'affaire du Qatargate, c'était bien de cela dont il s'agissait. Le Qatar qui payait des députés européens, qui les corrompait, pour que ces derniers votent en faveur du Qatar. Nous rejoindre au Parlement européen ici à Strasbourg, secoué depuis la mi-décembre par le scandale dit du Qatargate. Une affaire de corruption révélée par la justice belge au cœur de l'hémicycle. Des sommes d'argent en liquide ont été retrouvées par les enquêteurs qui soupçonnent des pots de vin pour redorer l'image du Qatar et même du Maroc, voire de la Mauritanie. Et donc, lutter contre la corruption, ça nous permet à la fois de s'assurer qu'il n'y ait plus cette confusion entre le public et le privé, de lutter pour la souveraineté européenne et contre les ingérences étrangères, mais aussi de prévenir le crime organisé. On sait aujourd'hui que le narcotrafic s'assoit aussi sur la corruption des agents publics. Alors, on pourrait croire que la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants fictifs du RN, ça signe la fin de l'impunité. On se dit, tiens, Marine Le Pen a été condamnée, la justice est la même pour tous. Et c'est bon, on prend en fait cette question, cet enjeu de lutter contre la corruption à bras-le-corps. Mais moi, je veux dire que rien n'est plus faux, parce qu'au Parlement européen, tout reste à faire pour lutter contre la corruption et les conflits d'intérêts. Je vous donne quelques exemples et quelques chiffres. Vous avez au Parlement européen 216 députés qui cumulent leur mandat de député avec une activité dite secondaire dans le privé, une activité lucrative, qui sont des avocats, des consultants, qui siègent au conseil d'administration d'entreprises privées et qui sont en même temps députés. Vous avez un élu tchèque, par exemple, qui est représentant d'une compagnie, d'une société dans le secteur de l'automobile et qui peut siéger ici à la commission des transports, de l'industrie ou de l'environnement pour y défendre les intérêts du secteur automobile. Bref, on peut être député et lobbyiste. C'est permis. Et à cela, il faut mettre fin. Au Parlement européen, ce qui pose problème, c'est aussi un système où les députés s'autorégulent. C'est-à-dire que ce sont nous, les députés, qui décidons des règles qui s'appliquent à nous en matière de régulation des conflits d'intérêts et d'éthique. Et c'est nous, les députés, qui contrôlons que ces règles soient appliquées. C'est nous qui devons déclarer si nous sommes, oui ou non, en conflit d'intérêts. Et en réalité, il n'y a aucune instance indépendante chargé de surveiller et de vérifier que cela soit véridique. Mais que faire quand vous avez des députés qui font du conflit d'intérêts et de la confusion entre le privé et le public une stratégie politique ? Je peux citer l'exemple d'une députée finlandaise du groupe PPE, donc du groupe de droite, Madame Sala, qui avant d'être députée était la lobbyiste en chef de la multinationale Meta à Bruxelles. C'est-à-dire qu'elle travaillait pour Meta, c'est Facebook, et elle défendait
les intérêts des multinationales technologiques américaines. Et elle a pu être désignée rapporteure sur un texte de loi qui régulait l'ensemble du secteur numérique en Europe. Il y a évidemment un conflit d'intérêts évident. Pourtant, elle a pu exercer sa fonction de rapporteur avec les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'indépendance et la souveraineté de l'Union européenne vis-à-vis des géants numériques américains. Et donc, il faut mettre fin à ce système d'autorégulation. Et pour ça, il faut qu'on puisse enfin créer l'organe interinstitutionnel d'éthique. C'est en gros un organe d'éthique qui serait composé d'experts, de magistrats, de sachants, de spécialistes des questions de probité, qui serait extérieur au Parlement européen, extérieur à la Commission européenne, extérieur au Conseil, bref, à l'ensemble des institutions de l'Union européenne, et qui veillerait à, non seulement qui édicterait des règles vraiment solides, et qui veillerait à leur application, tout simplement. Et puis, il faut aussi renforcer la justice. En Europe, on a un embryon de justice européenne qui s'appelle le Parquet européen. Il fait un travail extraordinaire pour lutter contre la corruption, mais il faut lui donner plus de moyens pour pouvoir renforcer ses pouvoirs d'enquête et vraiment mettre fin à l'impunité. Voilà quelques exemples de ce qui reste à faire pour lutter contre la corruption au Parlement européen. Et moi, ce sont des combats que je vais porter dans les prochains mois. On attend un texte très important de la Commission européenne en décembre 2026. Ça s'appelle la stratégie anticorruption. Et on veillera à ce que cette stratégie anticorruption en soit vraiment une, ambitieuse. Vous pouvez compter sur moi et sur mon groupe pour porter ce combat-là, qui est encore une fois un combat non seulement pour la justice, la démocratie, mais aussi pour la souveraineté européenne. Voilà, à bientôt pour un nouvel épisode des Termes.